Monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi d'aller au-delà des politesses qu'on profère généralement dans des circonstances comme celles que nous vivons aujourd'hui. L'entrée de Abdelmajid Chafi à l'Académie du Royaume du Maroc est pour moi un grand jour, parce que son entrée représente un acte important dans la vie de notre institution. Car si Abdelmajid représente à lui seul une véritable école de pensée, une école informelle certes, mais une école au sens fort du terme quand même. En effet, il a pu mettre en branle une formation et un travail collectif impliquant des dizaines de jeunes chercheurs et produisant près d'une trentaine de publications scientifiques, tout retravaillant de belle manière les aspects essentiels de l'héritage des musulmans. Il y a bien aujourd'hui en Tunisie et bien au-delà une école Abdelmajid Chafi, de même qu'il y a eu autrefois une école autour de Platon, justement connue sous le nom d'Académie, et une autre autour d'Aristote, connue sous le nom de lycée, et puis bien d'autres, dont par exemple celle de Paris, devenue après moult refontes Sorbonne Université. Pour arriver à un tel résultat, il a fallu beaucoup de patience, d'endurance, il a fallu la ténacité et un travail assidu sur plusieurs décennies. Abdelmajid Chafi a été le chef, a commencé par enseigner à la faculté des lettres de Tunis, puis il est devenu le chef du département de langue et de civilisation arabe avant d'être élu doyen et puis élu comme directeur de Beit el-Hikma, l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. Et puis avant, à la fin, il vient d'être libéré, comme il dit lui-même, libéré, je le mets entre guillemets, de ses missions et de retourner à son chantier principal, celui d'un grand renouveau de l'Ijtihad, qui correspond de manière à en faire une pratique qui corresponde aux conditions et besoins des sociétés de musulmans aujourd'hui. Pour revenir à l'école fondée par Abdelmajid Chafi, il s'agit bien d'une école sans qu'il y ait de bâtiments, de bureaucratie ni d'éléments matériels, une véritable école de pensée mettant en œuvre des idées, des méthodes consacrées par la recherche contemporaine dans les divers chantiers de l'histoire et des sciences sociales. Le tout avec une discrétion remarquable. Quelles sont les lignes directrices des enseignements de cette école? On pourrait y déceler les principes suivants. D'abord, identifier les questions essentielles qui interpellent les musulmans aujourd'hui et les formuler de la manière la plus claire possible. Ensuite, soumettre à l'examen critique les traditions colportées par les clercs traditionnels. Et puis enfin, replacer les réponses données dans leur contexte historique. Dans son parcours personnel, il a entamé sa carrière universitaire par une thèse considérée aujourd'hui comme un modèle de travail sérieux sur les controverses entre musulmans et chrétiens, où l'objet choisi pour sa recherche n'est pas, je le souligne, la représentation des musulmans chez les autres, un thème à la mode depuis plusieurs décennies qui se présente en fait comme un symptôme de préoccupation dominante chez de nombreux musulmans, mais plutôt l'argumentation des musulmans eux-mêmes face aux attaques des adeptes de la grande rivale de l'islam, la religion chrétienne. Il a fait suivre ce travail par un autre, un essai intitulé Islam et modernité, où il montre une convergence remarquable avec deux grands penseurs du XXe siècle,
à savoir d'une part Ali Abdelrazek et d'autre part Marshall Hodgson. Je dis deux penseurs faute de catégorie pour réunir un historien comme Hodgson et un théologien comme Ali Abdelrazek. Ali Abdelrazek, justement, dont l'essai intitulé L'Islam et les fondements du pouvoir, l'Islam wa usul al-hukm, est publié il y a exactement un siècle. Il a été publié en 1925, enfin un peu plus, puisqu'il a été mis sur le marché le 25 avril 1925. Ali Abdelrazek a proposé une sorte de démonstration géométrique qui reste inattaquable jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, par laquelle il a montré que le texte sacré des musulmans ne leur impose aucune obligation politique. Ils peuvent, nous dit-il à la fin de son ouvrage, choisir d'être des bolcheviks s'ils le veulent. Donc, aucune obligation politique pour les musulmans, et que ce sont les musulmans en fait qui ont opté dès la disparition du prophète pour un régime qui s'est drapé de religion alors que d'autres options étaient disponibles. Et c'était exprimé à l'époque. Ali Abdelrazek a voulu montrer la distance qu'il y avait entre la norme et les faits historiques, et par là même rejeter le choix fait d'ériger au rang de normes sacrées des choix faits dans des conditions historiques et qui sont par conséquent tout à fait contingents. Marshall Hodgson, de son côté, avait vraiment d'autres préoccupations. Il s'est donné dès le départ une perspective d'histoire mondiale, d'où le titre du premier chapitre de son ouvrage sur le défi de l'islam, de Venture of Islam, à savoir le monde avant l'islam et non pas l'Arabie avant le prophète, comme on nous l'enseignait, si vous voulez, même au niveau de l'école primaire. Donc pour lui, c'est le monde entier, c'est le fonctionnement des différentes sociétés avant l'arrivée de cette vision que représente l'islam, avant l'arrivée de ce défi que le prophète aurait adressé à sa communauté à l'époque. Il remarque lui aussi que faits et valeurs sont confondus même au niveau du langage courant, puisque alors que pour le christianisme, on distingue bien entre chrétienté et christianisme, entre la religion et la culture ou la civilisation qui a été fondée sur elle, on utilise le même terme islam pour se référer aux deux, créant ainsi une pratique où des va-et-vient incontrôlés deviennent une règle générale. Aller entre, disons, placer ou ériger les faits historiques au rang de normes islamiques est devenu une pratique assez courante et au fait assez logiquement intenable et inacceptable. Hodgson a dû, pour son entreprise, pour son ouvrage, créer des néologismes pour pouvoir accomplir la clarification qu'il cherchait à introduire et donc à proposer un travail sérieux. Il a suggéré de parler désormais de islam et de islamdom, comme Christianity and Christendom, et d'ajouter même un troisième terme. Et ici, on va voir le contraste avec ce que propose C. Abdelmajid et qui indique, disons, la motivation profonde de son travail. Le troisième terme que Hodgson propose, celui de Islamicate, sur le modèle de Italianate, et qui désigne des styles artistiques, des styles, des manières de travail qui se sont imposés dans des contextes musulmans, mais qui n'étaient pas le propre de musulmans. C'était des artisans, des artistes, des intellectuels qui pouvaient être juifs ou chrétiens ou autre chose, mais qui ont contribué également à la civilisation des musulmans. Avec Abdelmajid Chafi, nous trouvons une autre distinction qui converge avec celle-ci et qui prend en compte la dimension proprement religieuse, à savoir la spiritualité des individus
la piété personnelle et la sépare de façon nette à la fois de l'ordre social et de la civilisation créée au nom de la civilisation et de la religion islamique. Pour Abdelmajid Chafi, nous avons donc affaire à trois niveaux à distinguer si on veut éviter ambiguïté et amalgame souvent trop fréquemment, disons trop fréquent dans le discours autour de nous. Donc, pour lui, les trois choses qu'il faudrait séparer lorsqu'on parle de l'islam sont, premièrement, l'ensemble des valeurs énoncées par le Coran. On a ici, disons, la fameuse distinction entre faits et valeurs. Donc, l'ensemble des valeurs. Le second est celui de la pratique historique, la pensée religieuse en tant que deuxième niveau, le kalam, etc. Là, c'est quelque chose auquel je vais revenir par la suite. Le troisième est celui de la dimension individuelle de la foi. Et là, si vous permettez, je vais prendre un paragraphe ici pour le citer avec ma traduction personnelle. Le résultat auquel conduisent ces observations est qu'il n'existe aucune gêne à soumettre la pratique historique de l'islam à la critique, à la révision et à l'évaluation. Le caractère sacré que lui a attribué la durée ne doit pas dissimuler sa nature humaine et tout ce qui en résulte, à savoir l'imperfection et la limitation et même la déviation et le reniement des principes auxquels elle voudrait être fidèle. De la sorte, il est possible de mettre en question l'islam historique dans sa globalité, du fait qu'il est l'ensemble des institutions qui ont successivement gouverné la communauté de musulmans. Il faut donc reconnaître que la modernité comme civilisation introduit des changements dans les formes connues dans le passé, d'où le rôle différent de l'ijtihad. J'en ai parlé rapidement auparavant, mais pour lui, l'ijtihad a changé de fonction. Auparavant, il était une technique, représentait une technique chez les fuqaha qui leur permettait d'inventer ou de proposer de nouvelles règles là où ils pensaient n'en trouver aucune dans le texte sacré. Pour lui, l'ijtihad aujourd'hui est un effort d'individus qui doivent le proposer comme vision alternative à leurs confrères musulmans. J'espère ne pas trop trahir la pensée de notre ami. Justement, dans la littérature consacrée à l'islam, au cours des dernières décennies, une question est souvent posée, a été souvent posée. Est-il temps de réformer l'islam? Où sont les réformateurs? De nombreux chercheurs et journalistes, surtout des Occidentaux, ont cherché à identifier le Luther ou le Calvin de l'islam. Certains sont allés à dire, par exemple, que ça devait être Mahmoud Taha, le Soudanais. D'autres en pensaient pour, etc., pour bien d'autres. Je crois que l'œuvre d'Abdelmajid Chafi montre que les musulmans, et là je me réfère surtout à un ouvrage publié en 2001, l'islam entre le message et l'histoire, entre le message et l'histoire. Donc pour lui, l'islam n'a pas besoin de cette réforme, et d'ailleurs les conditions historiques sont tellement différentes, et le résultat, Calvin, enfin si on veut reprendre le modèle de ses enseignements, serait plus proche de nos intégristes, de nos fondamentalistes les plus résolus. Donc cette recherche d'un Luther ou d'un Calvin musulman n'a aucun sens. C'est ce que Abdelmajid montre dans son ouvrage dans l'islam et entre le message et l'histoire. Les musulmans ont besoin, en effet, non pas d'une réforme religieuse à la chrétienne, mais plutôt d'une conscience éclairée de leur histoire, d'une intelligence véritable des parcours et des discours dont l'accumulation a fini par masquer l'essentiel du message prophétique. L'un de ses ouvrages récents porte comme titre
à propos de fausses évidences dans la pensée islamique, c'est un ouvrage qui a été publié en 2022, où il s'est employé à dissoudre, j'emploie exprès le terme de dissoudre, à dissoudre un nombre de préjugés qui se sont solidifiés avec le temps dans l'esprit des masses musulmanes et ont ainsi acquis le statut d'évidence religieuse incontestable. En fin de compte, si je devais résumer l'apport de Cheikh Abdel Majid à la pensée islamique contemporaine, je dirais qu'il oppose aux clercs traditionnels qui réduisent l'islam à un catalogue de prescriptions figées, une vision marquée par une atténuation, une réduction à l'histoire des prescriptions accompagnée d'une plus grande imprégnation par une éthique véritablement universelle. Je dis encore, et je vous remercie.